La médecine de précision, dans le cas général, est une médecine personnalisée pour chaque patient, ou du moins pour des groupes de patients qui se ressemblent beaucoup. Nous avons appris au cours des dernières décennies que les êtres humains sont très différents. Il existe une grande hétérogénéité. Même s'ils ont la même maladie, il existe une grande hétérogénéité au sein de cette maladie. Cela dépend de leur constitution génétique, mais aussi de leur mode de vie et de leur environnement. Ces trois facteurs peuvent tous modifier la façon dont un patient individuel va répondre à un traitement, ainsi que l'étendue et la vitesse de progression de sa maladie. Salut, tu vas adorer cette interview avec le Dr. D. Lansing Taylor. C'est un expert de renommée mondiale dans les domaines de la biologie computationnelle et des systèmes. Il est le directeur de l'Institut de découverte de médicaments à l'Université de Pittsburgh et il a fondé une série de startups biotechnologiques à succès. Dans cette conversation, nous parlons de la médecine de précision, de la façon dont il pense que l'avenir du diagnostic fonctionnera en milieu clinique et de bien d'autres sujets. Reste avec nous. Alors Lance, merci d'être venu sur le podcast. Je suis ravi de discuter avec toi. Ravi d'évoquer la médecine de précision. Je suis vraiment enthousiaste parce que c'est quelque chose que, tu sais, quand tu fréquentes suffisamment la scène des startups, tu vois que c'est l'un des mots à la mode, qui peut même devenir une thèse d'investissement. Ça peut être, tu sais, l'histoire qu'une startup essaye de raconter sur elle-même. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, tu sais, dans les startups, en général, il y a des gens qui essayent de surfer sur la vague. Ils voient que c'est une tendance et ils essayent de la suivre. Et ma perception de toi, c'est que c'est quelque chose qui a vraiment capté ton intérêt intellectuel depuis pas mal de temps. Alors, peux-tu expliquer un peu ce qu'est la médecine de précision pour les personnes qui ne s'y intéressent pas et pourquoi cela t'a autant passionné? Donc, la médecine de précision, dans le cas général, c'est une médecine qui est personnalisée pour chaque patient, ou du moins pour des groupes de patients qui se ressemblent beaucoup. Nous avons appris au cours des dernières décennies que les êtres humains sont très différents. Il y a une grande hétérogénéité. Même s'ils ont la même maladie, il y a une grande hétérogénéité. Et cela dépend de leur constitution génétique, mais aussi de leur mode de vie et de leur environnement. Ces trois facteurs peuvent modifier la façon dont un patient réagira à un traitement, ainsi que l'étendue et la vitesse de progression de sa maladie. Quand avez-vous réalisé que c'était une grande opportunité et voulu en faire votre carrière? Eh bien, en fait, cela remonte probablement à 20 ans ou plus, lorsque nous développions des plateformes pour la découverte de médicaments. Et il y a 25 ans, les grandes sociétés pharmaceutiques utilisaient des tests très simples lorsqu'elles examinaient leur bibliothèque de nouveaux composés pour trouver une molécule qui pourrait avoir un impact sur une maladie. Et dans ces tests cellulaires excessivement simplifiés, ils faisaient voir la moyenne du signal provenant peut-être de 1000 cellules d'un puits dans une plaque. Et ce que nous avons fait, c'est regarder cela et poser la question: est-ce que toutes ces cellules, même si elles sont soi-disant du même type cellulaire, réagissent-elles de la même manière à différents traitements? Et la réponse a été un non catégorique. Il y a une grande hétérogénéité, même au niveau cellulaire. Cela doit être basé sur la constitution génétique, l'état de la cellule, ce qu'on appelle l'état cellulaire, où elle en est dans son cycle cellulaire, ainsi que sur le type de traitement qu'elle reçoit. Donc le concept d'hétérogénéité a déclenché cela, du moins chez moi et mes collègues, il y a 20 ou 25 ans simplement en comprenant l'hétérogénéité au niveau des tests cellulaires. Et donc, une autre chose que l'on observe avec différents types de cycles technologiques, c'est qu'il peut y avoir des périodes d'excitation extrême et il peut y avoir des périodes de ce qu'on appelle des hivers. Les gens disent qu'il y a un hiver de l'IA, un hiver de la crypto, un hiver quelle que soit la technologie. À mesure que les gens se rendent compte que l'environnement actuel ou l'univers des capacités est quelque peu plus limité que ce que l'enthousiasme initial laissait entendre. Alors, pouvez-vous parler un peu de l'état actuel des choses, selon vous? Ainsi s'est déroulée l'histoire, notamment en biotechnologie. Une nouvelle technologie apparaît, de nouvelles méthodes avec un grand potentiel, et elles sont généralement survendues. Oui, par les scientifiques, par enthousiasme, et bien sûr par les investisseurs qui veulent profiter d'une vague montante dans un nouveau domaine et être les premiers. En réalité, la plupart des technologies importantes
du temps à évoluer et à être perfectionnées jusqu'à ce qu'elles puissent avoir un impact majeur. Malheureusement, le délai est généralement plus long que ce que nous aimerions. Donc, nous, en tant que domaine, n'avons pas bien géré les attentes. Ainsi, nous n'avons pas à traverser des cycles d'été et d'hiver dans différents domaines. Je pense qu'une meilleure gestion du temps que cela prendra, mais aussi de l'impact que cela aura, servirait mieux le domaine. Mais y a-t-il d'autres facteurs technologiques sous-jacents, comme les avancées en informatique, les progrès dans, vous savez, le projet du génome humain? C'était il y a combien de décennies maintenant? Pour simplement avoir les outils à notre disposition afin de réellement faire des progrès significatifs. Comme le tout premier site de fourniture pour chats et chiens semble bien modeste face à Chewy.com aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc je pense que l'une des choses que nous avons apprises, surtout au cours de la dernière décennie, c'est la complexité des humains et de leurs maladies était telle que les technologies prises isolément ne seront pas, à elles seules, la solution principale. Donc la génomique a été un facteur majeur au cours des 20 dernières années, et nous pensions au début que si nous connaissions tout le génome et que nous avions la génomique individuelle des patients, nous pourrions identifier la plupart des informations dont nous avions besoin. La réponse, c'est que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Encore une fois, la génétique d'un patient, son mode de vie et son environnement ont un impact égal sur la façon dont un patient va évoluer avec une maladie donnée et sur la façon dont il va répondre au traitement. Donc il a fallu plus de technologie. Beaucoup de choses ont nécessité l'informatique avancée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous disposons de la puissance de calcul nécessaire. Nous devions examiner plus que simplement la génomique. Nous devions comprendre le microbiome qui joue un rôle important. Nous devions comprendre une pathologie qui permet aux chercheurs d'observer les relations spatiales entre les cellules dans un tissu particulier, comment elles communiquent, et la population, qu'il s'agisse de cellules immunitaires, de cellules cancéreuses ou d'autres cellules dites stromales. Comment elles créent des micro-microdomaines et communiquent entre elles, créant ainsi une évolution de la maladie. Je pense que tous ces facteurs sont désormais bien à notre portée. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'avancées plus importantes, mais nous avons maintenant un arsenal assez solide pour pratiquer une véritable médecine de précision. Et est-ce qu'il y a aussi une part de, vous savez, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup expérimenté personnellement, mais j'ai entendu suffisamment d'histoires. Vous savez, eh bien, dans l'institution académique, il y a des recherches et des expérimentations vraiment intéressantes et à la pointe qui s'y déroulent. Et puis, si vous savez porter votre regard jusqu'à la pratique, vous savez ce que les médecins font avec les patients en ce moment. Il y a ce genre de fossé béant entre les deux parce qu'il faut extraire cela de l'académie, il faut le traiter et le systématiser. À quoi cela ressemble-t-il de votre point de vue? Nous avons donc tenté de mettre cela en place à l'Université de Pittsburgh, à l'Institut de découverte de médicaments, là où nous sommes. Oui, et cela signifie qu'il doit y avoir de la recherche fondamentale sur une maladie particulière afin d'acquérir plus de connaissances. Mais en même temps, il faut aussi développer de nouvelles technologies. Mais surtout, cela doit être guidé par les besoins des cliniciens. Et ensuite, cela doit être transféré du laboratoire académique vers un environnement commercial où les choses peuvent réellement être produites. C'est pourquoi nous avons fait un effort majeur non seulement pour étudier les maladies au niveau de la recherche fondamentale académique, mais aussi pour créer des technologies et les transférer afin qu'elles puissent avoir un impact pour le public. Comment déterminer si la technologie est prête à être transférée et qu'elle a assez de substance pour être poursuivie? Oui. C'est une question importante et cela varie. Je vais vous raconter rapidement une histoire à propos de l'une de nos premières technologies, qui était le criblage à haut contenu. C'est la technologie où nous avons conçu un instrument, des réactifs et des outils d'analyse pour étudier les cellules comme un meilleur modèle pour la découverte de médicaments que ce qui était utilisé à l'époque, qui consistait principalement en des tests enzymatiques en solution. Donc, il n'y avait aucun composant de la vie. Vous aviez seulement des composants individuels. Nous pensions que cela allait révolutionner la découverte de médicaments.
Mais à l'époque, et c'était au milieu des années 90, l'industrie pharmaceutique, qui bien sûr devait être le moteur des avancées dans les technologies de découverte de médicaments, était absorbée par ce qu'ils appelaient le criblage à ultra haut débit. Il s'agissait de réaliser des tests que nous ne considérions pas très bons, mais beaucoup plus rapidement. Ainsi, ils pouvaient explorer d'immenses bibliothèques pour trouver des molécules à exploiter. Il y a donc eu une période de latence entre le moment où nous avons introduit la plateforme qui pouvait vraiment avoir un impact et celui où son adoption a commencé. Oui. Et l'industrie a dû apprendre qu'elle continuait à échouer dans l'obtention de l'approbation de nouveaux traitements en utilisant les méthodes traditionnelles. Il a donc fallu environ 3 ans de plus que prévu pour que cela ait un impact. Oui. Finalement, cela a enfin décollé. Et maintenant, le criblage à haut contenu est un élément standard de la découverte de médicaments. Nous avons une société de marketing, donc je prêche un peu pour ma paroisse. Mais à chaque fois que j'entends des histoires comme celle-là, je pense toujours à l'exact opposé de l'adage « si tu le construis, ils viendront ». C'est-à-dire que oui, ils ont fini par venir et ça a pris du temps, mais je suis sûr qu'il a fallu beaucoup de communication difficile pour y arriver. Et si cela avait pu être accéléré, imagine l'impact potentiel que cela aurait pu avoir. C'était très douloureux, mais la bonne nouvelle, c'est que pendant cette période qui se situait à peu près au milieu du projet du génome humain, il y avait beaucoup de superficialité. C'était avant l'éclatement de la bulle informatique et de la bulle biotechnologique en 1999 ou 2000. Donc il y avait beaucoup d'argent pour financer cette recherche et les premières activités commerciales, même s'il y aurait un décalage. C'était la promesse de ce que nous pouvions faire avec les cellules, faire la même chose avec les cellules que ce qui avait été fait avec le génome. Vraiment comprendre cette complexité. En fait, le nom de l'entreprise à l'époque était Solomix. Elle appartient désormais à Thermo Fisher. Mais c'est pourquoi, avec l'une des sociétés issues de la scission, Spentelix, qui est l'entreprise de pathologie de précision, nous avons été très prudents. Nous l'avons créé il y a presque 4 ans, mais nous l'avons financé par des subventions et une petite quantité de financement dilutif, car le marché n'était pas bien défini il y a 3 à 4 ans. C'était très novateur d'appliquer l'apprentissage automatique avancé et l'intelligence artificielle aux images de pathologie. Nous avons donc gardé nos ressources en réserve. C'est devenu encore plus important aujourd'hui, car nous ne sommes pas actuellement dans un marché en pleine effervescence dans la biotechnologie. Les choses ont ralenti à cause de la morosité économique générale. Nous sommes donc dans une bien meilleure position pour avancer, car nous n'avons pas dépensé beaucoup d'argent, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. J'aimerais donc approfondir cela davantage. Et ce que cela me rappelle, c'est un autre idiome. Ce qui t'a amené jusqu'ici ne t'emmènera pas plus loin. Et il y a en quelque sorte un modèle que, vous savez, les personnes qui en sont aux premières étapes de la construction ou qui essaient de se lancer, c'est un peu faire tout ce qu'il faut. Peut-être que tu n'as qu'un chemin, mais tu t'y investis à fond car tu cherches, tu sais, pas ta première victoire. Tu en es à ta 5e ou 6e start-up. Tu as déjà vendu et acquis plusieurs de tes anciennes entreprises. Donc, ce n'est pas pour dire que l'argent n'a aucune importance, mais tu as des options et tu as l'expérience d'avoir déjà emprunté certains de ces chemins, ce qui t'aide maintenant à réfléchir à la structure de capital d'une entreprise. Peux-tu entrer un peu plus dans les détails des premières étapes d'une entreprise comme celle-là et expliquer comment tu envisages le conseil d'administration? Est-ce que tu optimises pour l'optionnalité? Est-ce que tu optimises pour la patience? Qu'est-ce que tu essaies vraiment de préserver et de protéger que tu n'appréciais peut-être pas autant au début de ta carrière? Je pense donc que se concentrer sur ce qui est le mieux pour le patient sera finalement ce qui est le mieux pour l'entreprise. Donc mettre le patient en premier n'est pas accessoire. C'est très important. Donc, dans le cas de l'anatomopathologie de précision, par exemple, il est clair que l'hétérogénéité chez les patients va jusqu'à leurs cellules et à leur répartition au sein des tissus malades. Et comprendre l'environnement spatial dans lequel tous ces différents types de cellules se trouvent. Par exemple, dans une tumeur, cela en dit long sur l'évolution probable de ce cancer chez ce patient. Et donc ce que nous savons maintenant, c'est que, surtout dans les tumeurs solides, nous n'avons pas de très bons résultats. Nous pouvons trouver des médicaments qui ont un effet pendant un certain temps, mais ensuite les cellules cancéreuses sont assez intelligentes.
elles réagissent. Elles changent en fonction des traitements qu'elles reçoivent ou de leur environnement. Le système immunitaire réagit et modifie ce qui se passe. Et donc, même si vous avez un point de départ avec un patient présentant une grande hétérogénéité, puis vous le traitez de différentes manières et cela continue d'évoluer. Donc, comprendre l'environnement complet, les relations spatiales entre tous les acteurs principaux. Comprendre tous ces éléments, des cellules cancéreuses elles-mêmes au système immunitaire et à son infiltration dans la tumeur, ainsi qu'aux autres cellules de soutien, généralement appelées cellules stromales, est crucial pour comprendre et prévoir le sens d'évolution de la maladie. Si vous pouvez prédire où vous pensez que cela va aller grâce à ces connaissances, alors vous pouvez anticiper et proposer de nouveaux traitements que vous prévoyez nécessaires avec l'évolution pour ce patient individuel. Donc, je fais très attention parce que je sais que je commence à m'aventurer vers les limites de ma compréhension ici, mais je vais peut-être essayer de le dire autrement et vous pourrez rebondir sur ce que je vous propose ici. Les gens ont peut-être entendu parler, s'ils s'intéressent à cette idée, d'une intelligence artificielle ou d'un système d'apprentissage automatique qui accompagne un humain pour obtenir un meilleur résultat. En médecine, la radiographie est l'une des applications les plus courantes. Au lieu que seul le technicien regarde la radiographie, un modèle de vision par ordinateur l'analyse aussi et détecte parfois ce qui pourrait échapper à l'œil humain. Dans votre cas, lorsque vous parlez de la nature spatiale de cette tumeur, il s'agit d'observer où la tumeur est située, sa taille, sa structure, d'une manière ou d'une autre, et de détecter des éléments qui ne seraient pas diagnostiqués ou reconnus de façon cohérente par l'œil humain. C'est l'essence de la technologie que vous développez et commercialisez. Est-ce exact? C'est exact. Avec Spintelix, nous savons que la complexité à l'intérieur d'une tumeur et des tissus environnants de la tumeur est modifiée. Et cela varie dans l'espace et dans le temps. Donc, un pathologiste qui examine une lame peut tirer des conclusions importantes. Mais certaines subtilités sont tellement importantes que les pathologistes devraient examiner les mêmes échantillons de patients pendant longtemps afin de prendre la meilleure décision possible. Avec l'aide de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, ce travail pourrait devenir beaucoup plus facile et plus prédictif. Et il y a maintenant des études qui montrent qu'ajouter l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle améliore les performances des pathologistes. Et c'est vraiment aussi l'essence du fait de ne pas simplement dire « d'accord, on délègue tout cela au modèle informatique ». C'est travailler en tandem, en union, ce qui permet de mettre en avant ces problèmes potentiels. Sinon, c'est quelque chose que... Je n'aurais pas vu. Le pathologiste garde le contrôle. Les analyses informatiques et de biologie des systèmes indiquent au pathologiste ce qu'il doit rechercher. Et il se peut que vous ayez manqué cela, puis ils prennent une décision, en l'appelant comme ils le pensent, les algorithmes, c'est-à-dire, et ensuite le pathologiste peut prendre la décision finale. Il y a un autre élément important, et c'est que, historiquement, l'intelligence artificielle a été ce qu'on appelle une boîte noire. En d'autres termes, les algorithmes prennent une décision, et c'est la réponse. Et le pathologiste, ou quel que soit le domaine, doit l'accepter ou non. Ce que Spintelix a fait, c'est d'introduire une intelligence artificielle explicable. Donc, non seulement l'algorithme donne un avis sur ce qui est présent dans l'échantillon du patient, mais il explique aussi, en termes de pathologiste, pourquoi il a pris cette décision. Ainsi, cela devient maintenant un partenaire du pathologiste plutôt qu'une alternative au pathologiste. Et donc, vous avez parlé d'adopter une approche relativement prudente avec votre structure de capital, en partie parce que vous cherchiez encore votre marché, si je l'exprime correctement. Pouvez-vous entrer un peu plus dans les détails alors? Quand vous dites ça, je pense « Waouh, ça semble passionnant. J'espère que ceux qui me soigneraient, moi ou ma famille, y auraient accès. » Quel est l'écart ou quel est le défi à relever? Donc, il y a 4 ans, nous et beaucoup d'autres personnes avons reconnu que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pouvaient avoir un impact majeur en pathologie, comme cela avait été le cas en radiologie et dans d'autres domaines. Il y avait 2 obstacles à cela. Premièrement, les pathologistes ont toujours été les plus conservateurs, ne voulant pas céder le moindre contrôle en matière de prise de décision.
L'autre question était de savoir quelles étaient exactement les applications où ces premiers outils pouvaient être utilisés. Était-ce dans la découverte de médicaments? Était-ce dans la sélection des patients pour les essais cliniques? Était-ce pour déterminer la stratégie thérapeutique optimale pour un patient? Ce n'était pas clair. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur les subventions de recherche pour continuer à développer la technologie, déposer des brevets afin de protéger ce nouveau domaine de l'analyse spatiale avancée et de l'IA explicable, tout en menant également des études de marché. Où l'industrie pharmaceutique voyait-elle l'avenir de cette technologie? Où les pathologistes praticiens voyaient-ils que cela pouvait avoir un impact? Et comment tirer des enseignements de cela pour ensuite établir un plan stratégique pour l'entreprise? Et cela a pris quelques années. Le Covid n'a pas aidé. Nous avons fait beaucoup d'appels Zoom au lieu de rencontrer les gens en personne. Mais c'est devenu clair. Nous n'avions pas besoin de dépenser des millions de dollars pour faire évoluer l'entreprise sur une voie optimale. Nous avons pu voir quel était le chemin à suivre en dépensant seulement un faible montant de financement dilutif, puis commencer à accélérer. Magnifique. Donc, entre-temps, vous avez lancé une autre entreprise, Biosystics, qui est l'original. J'ai vu un reportage à ce sujet. Je vous ai contacté car je trouvais l'idée de créer un jumeau numérique d'un patient fascinante. Cela m'a interpellé en partie à cause de mon passé. Un ancien invité, Aaron Watson, a fondé All Vision, qui crée un jumeau numérique de ville. De cette façon, des aspects comme les égouts et d'autres infrastructures peuvent être mieux entretenus, compris et planifiés de manière plus accessible. Avec cette brève introduction, pouvez-vous préciser l'application de cela aux soins des patients? Bien sûr. Donc les jumeaux numériques sont une technologie et un concept qui existent depuis 20 ou 25 ans. Cela a commencé avec des industries comme l'aéronautique, en particulier les fusées, où il est trop coûteux de faire des expériences. En disant, si on augmente la puissance de ce propulseur de 20%, excusez-moi, quel effet cela a sur la direction de la fusée? Il est donc devenu évident que si vous connaissez tous ces paramètres et que vous construisez un modèle informatique, vous pouvez dire « Bon, je vais augmenter la poussée de 25%, changer l'angle de 5 degrés, et je peux prédire où cela ira. » Après ces études itératives, vous pouvez réaliser une expérience. Mais ce ne sont qu'une ou deux expériences face à des centaines, ce qui serait peu pratique. Donc pour les patients, c'est très similaire, mais c'est encore plus dramatique dans le sens où nous ne pouvons pas faire d'expérience sur le patient réel. Mais maintenant, d'un point de vue éthique, Non éthique, ce n'est pas éthique. Bien que dans les traitements contre le cancer, historiquement, on ait adopté une approche plus empirique, par essai et erreur avec des médicaments qui se sont avérés suffisamment sûrs pour être administrés à un patient atteint de cancer. Oui, mais il n'était pas clair qui allait répondre à quoi. Et c'était une expérience, si on veut. Mais maintenant, nous avons tellement de données que nous pouvons obtenir des patients, de leur génome complet aux données provenant des objets connectés, jusqu'au dossier médical électronique complet de ce patient. Maintenant, avec l'anatomopathologie de précision, nous pouvons obtenir une connaissance plus approfondie des détails de l'hétérogénéité au sein d'un patient. Et le microbiome, toutes ces données massives sont là et disponibles. Et toutes ces données vont avoir un impact sur la façon dont ce patient va répondre à un traitement et même sur la progression de cette maladie si elle n'est pas traitée. Donc toutes les données sont là. Nous avons la puissance de calcul pour gérer et rassembler ces données. Cela ne rend pas justice à la difficulté de rassembler des types de données aussi divers. Mais ensuite, si vous faites cela, alors vous pouvez modéliser ces données et ce patient de façon informatique, tout comme une fusée. Vous pouvez dire, étant donné toutes ces données sur ce patient, disons qu'il a un cancer, les données suggèrent que nous devrions essayer le médicament X en premier, compte tenu de ses caractéristiques. Et maintenant, vous pouvez exécuter ce modèle et demander quelle est la probabilité que ce médicament ait un impact positif sur ce patient.
Donc, vous pouvez utiliser le modèle computationnel ou le jumeau numérique pour prédire comment le patient va réagir. Mieux encore, au cours des 5, 6, 7 dernières années, nous pouvons maintenant créer ce que j'appelle un patient. Des jumeaux biomimétiques, qui sont des organes sur puce pouvant être constitués de cellules dérivées d'un patient donné, en particulier des cellules souches. Nous pouvons construire une copie de leur foie, de leur cœur, de leur cerveau, de leurs reins dans des puces microfluidiques à partir de cellules de ce patient. Et donc nous pouvons réellement faire des expériences sur leur foi, entre guillemets, dans la puce pour renforcer la puissance prédictive des données provenant du patient lui-même. Donc cette intégration, selon nous, représente l'avenir de la médecine de précision. Je veux dire, ça a l'air d'être une idée vraiment ambitieuse. J'aimerais qu'on reste sur la puce microfluidique. Ce n'est pas un terme que j'ai déjà entendu auparavant. Pouvez-vous expliquer ce que c'est et comment cela fonctionne? Il y a environ une dizaine d'années, le département de la Défense et les NIH ont lancé un programme qui semblait utopique pour voir. Pourrait-on construire des organes humains individuels sur des puces et même les relier entre eux? Ainsi, nous aurions une connexion dite fluidique entre un cœur, un rein et un poumon, etc. Pour reproduire au moins certaines parties du corps humain d'un patient donné, car vous utilisez des cellules souches provenant de ce patient. La terminologie générale a évolué vers les systèmes de microphysiologie, ou MPS. D'accord. Le concept est que ces dispositifs sont petits, ce sont tous des puces de la taille d'une lame de microscope, ou parfois 2 ou 3 fois plus grandes selon le nombre d'organes connectés. Et au cours de la dernière décennie, je dirais qu'il est vraiment remarquable de voir à quel point des progrès ont été réalisés dans la reconstitution. Non seulement des foies ou des reins fonctionnels in vitro, mais aussi la création de modèles de maladies à l'intérieur de ces puces, dans lesquels on peut ensuite tester des médicaments pour voir comment le jumeau biomimétique de ce patient réagirait. L'un des exemples, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé. Cela s'appelle la stéatose hépatique non alcoolique. C'est une maladie qui touche environ 25% de la population mondiale. Et les patients, à des rythmes et à des degrés différents, peuvent passer d'une simple stéatose hépatique à une réponse immunitaire dans leur foie qui cause des dommages. Et cela induit ensuite une fibrose, et vous pouvez évoluer vers la cirrhose, qui est une maladie terminale nécessitant une greffe du foie. Certains patients développent même un carcinome hépatocellulaire ou un cancer du foie. Ainsi, l'industrie pharmaceutique a dépensé des milliards de dollars au cours de la dernière décennie pour essayer de trouver des médicaments qui traiteraient la NAFLD. Et ils ont tous échoué à atteindre leurs critères d'évaluation. Nous pensons que c'est à cause de l'hétérogénéité entre les patients, car ils ont eu un certain succès avec un médicament donné sur un sous-ensemble de patients, mais ils n'atteignent pas un pourcentage suffisamment élevé pour que la FDA l'approuve. Donc, un des objectifs est de dire que nous n'allons pas prendre une population aléatoire de patients pour un essai clinique particulier, mais que nous allons trouver des patients grâce à leur puce, dans ce cas une puce hépatique, et poser la question: quelle est la probabilité que ce patient réponde à notre médicament? Et si cela semble prometteur sur la puce, alors vous pouvez inclure ce patient dans cet essai clinique. Cela devrait augmenter la probabilité de succès pour un médicament donné. Et c'est un travail qui est en cours actuellement. Donc, je veux essayer de vous le redire pour m'assurer que j'ai bien compris. Donc, dans n'importe quelle cellule souche, la raison pour laquelle c'est une cellule à si fort potentiel, c'est qu'elle contient littéralement le code qui dit « Voici comment nous allons construire notre foie. Voici comment nous allons construire notre cœur. Voici comment nous allons construire notre organe. » Ce code peut construire mon foie ou le vôtre. Exactement. L'organe spécifique de cet organisme spécifique. Et grâce à ce code, le projet Génome humain a appris à réellement lire ce code, ce qui permet de créer plus ou moins une réplique numérique sur cette puce de l'organe de cette personne spécifique. Et parce que nous avons maintenant une visibilité sur toutes les qualités, la taille, les détails, certaines réponses et tendances face à différentes caractéristiques,
La capacité de numériser ces informations n'a jamais été réalisable dans l'histoire de l'humanité. Donc en ce moment, à cette époque privilégiée dans laquelle nous vivons, nous sommes à un moment où il est possible de numériser ces informations. Et les implications de ces types de médecine de précision et simplement de la lisibilité générale pour le monde entier sans même le savoir. Malgré cela, vous développez la technologie qui permet de numériser le foie, vous ne le savez même pas. Un tel, à telle université, tente cette étude sur cet élément précis, mais vous l'avez rendu lisible et ces deux aspects se retrouvent liés. C'est exact. Waouh! Donc, nous prenons toutes les données que nous pouvons obtenir du patient. Nous prélevons également certaines de leurs cellules souches et construisons des ensembles d'organes, car à partir des cellules souches, on peut construire en dirigeant simplement leur évolution. Différents types de cellules, des cellules cardiaques pour le cœur et des hépatocytes pour le foie. Donc vous pouvez construire n'importe quel organe à partir de ces mêmes cellules, et vous pouvez en fait stocker ces cellules. Vous pouvez les congeler et, pour le patient X, dans 5 ans, nous pourrions ressortir ces cellules souches. S'ils contractent une maladie et que nous voulons la reproduire avec leurs cellules, alors nous pouvons la créer et faire des tests là-dessus, tout en prenant les données du patient lui-même. C'est un véritable changement de paradigme. Oui, ça en a tout l'air, et je suis sûr qu'il y a des nuances dans ce que vous dites qui me dépassent. Mais je voudrais parler un peu plus de ces jumeaux et de ce que cela signifie pour l'avenir des soins cliniques. Il y a un peu cette idée, vous savez, encore une fois, je ne parle pas d'expérience personnelle, mais vous regardez, vous savez, une série comme Dr House, et vous voyez que, vous savez, les médecins mettent plus ou moins leurs idées en commun, discutent de tous les points de données qu'ils ont recueillis, à travers les anecdotes, en lisant les dossiers, en faisant les tests, et en essayant de donner un sens à tout ça. En gros, votre vision de l'avenir, c'est que oui, peut-être que cette multitude de médecins se réunissent pour discuter de tout cela. Mais il y a aussi, vous savez, que ce soit la biocystique elle-même ou une sorte de rapport qui dit en gros, nous avons effectué ce calcul sur l'état du foie du patient. Voici la probabilité de succès la plus élevée d'un point de vue probabiliste. Et cela permet en quelque sorte de rassembler toute cette complexité dans un modèle computationnel qui est facile à tester. Vous savez, encore une fois, comme changer l'angle et la poussée de la fusée, on peut se demander, si on fait ceci et cela, qu'est-ce que le modèle prédit qu'il va se passer? Et cette information peut guider les médecins dans leur prise de décision. Ce n'est pas automatique, mais c'est un autre élément puissant à ajouter à la capacité de prendre les meilleures décisions pour un patient donné. Pour revenir à une question précédente, vous avez évoqué l'intégration des données. Si on parle d'objets connectés, par exemple l'utilisation d'une Apple Watch. Concernant mes dossiers médicaux, je sais qu'il existe quelques grands acteurs dans ce domaine. Il y a une sorte d'incitation inhérente à se rendre plus important en protégeant ces données dans une certaine mesure ou en étant très prudent quant à ce qui est réellement rendu disponible via une API publique pouvant être utilisée par des tiers. Alors, comment abordez-vous le problème de faire en sorte que toutes ces énormes sources de données précieuses commencent à fonctionner ensemble? Oui, c'est une excellente question. Et pour être honnête, je n'y ai pas encore réfléchi en profondeur à ce stade, car nous essayons toujours de rassembler les technologies pour que cela fonctionne, mais c'est un défi majeur. Je suppose que, puisque nous pensons au moins que cela aura un impact majeur sur les soins de santé, oui, en termes de coûts, de réponse des patients et de réussite. Qu'une certaine législation devra probablement être mise en place sur la façon dont ces données sont protégées et utilisées, ou les personnes qui développent des algorithmes clés, etc., pourraient bénéficier d'une certaine protection. Mais d'un autre côté, le résultat doit être centré sur le patient. Ce sera un défi pour les spécialistes de l'éthique et les responsables gouvernementaux réunis. Oui. Et je suppose aussi que même si vous ne construisez pas exclusivement dans l'optique d'une acquisition, surtout à ce stade, à un moment donné, l'effort principal de l'entreprise à ce moment précis est de prouver que la technologie fonctionne, d'éliminer le risque technique. Et ensuite, s'il y a une entreprise beaucoup plus grande qui a l'échelle, la plateforme, les relations, l'influence sur le marché, elle pourrait dire
Et nous aimerions reprendre cela, l'intégrer à l'une des choses que nous construisons et faire partie de cette solution globale. Donc la façon dont nous abordons cela est la suivante. Nous avons une excellente équipe ici à l'Université de Pittsburgh et au University of Pittsburgh Medical Center, des professeurs avec lesquels nous collaborons sur la stéatose hépatique non alcoolique, à la fois en clinique ainsi qu'en biologie des cellules souches et dans ces domaines. Les technologies sur puce ainsi que les outils informatiques. Nous n'avons donc pas encore formalisé cette approche, mais il y a une forte probabilité. Nous allons utiliser notre expertise dans la stéatose hépatique non alcoolique et la force globale dans les maladies du foie à l'Université de Pittsburgh pour réaliser un essai. Nous allons donc prendre un domaine pathologique avec une population de patients à laquelle nous avons accès et tester cela. C'est très excitant. Eh bien, Lance, ça a été fantastique. Nous approchons un peu du temps qui nous est imparti. Y a-t-il autre chose que tu voudrais partager en général sur la médecine de précision que je ne t'ai pas donné l'occasion d'aborder? Je pense que le délai sera plus long que ce que nous ou n'importe qui d'autre souhaiterait. Mais je pense que nous verrons un impact majeur sur les jumeaux numériques des patients à long terme d'ici une décennie. Certains des éléments importants, comme l'anatomopathologie de précision, sont en train de se produire maintenant et auront un impact majeur au cours des prochaines années. Donc dans notre esprit, alors que nous avons créé des entreprises dérivées, Spintelix que nous voyons comme ayant un impact à court terme avec ses technologies avancées en apprentissage automatique et en intelligence artificielle explicable. La bioinformatique et l'ensemble des jumeaux numériques du patient sont encore plus éloignés dans le temps. Oui. Donc, mais je pense que le potentiel est énorme et que cela arrivera. Je ne peux pas donner de date précise, mais cela arrivera. Oui, eh bien, ça fait vraiment penser à de la science-fiction de s'imaginer, vous savez, le médecin affichant à l'écran non seulement une représentation du corps humain, mais littéralement, voici comment nous modélisons votre cœur, votre foie et ce qui s'y passe. Voici comment nous comptons le traiter. C'est inspirant, très excitant. Merci d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Où pouvons-nous diriger les gens en ligne pour en savoir plus sur vous et vos entreprises? Donc, spintelix.com est comment le site web de la société Precision Pathology. Je pense que cela résume bien notre situation et ce que nous essayons d'accomplir là-bas. C'est la même chose avec Biocystix, biocystix.com. Il y a des informations générales disponibles. Pour le Drug Discovery Institute, il y a un site upddi.bit.edu qui raconte en quelque sorte comment nous utilisons une combinaison d'approches informatiques et d'approches expérimentales avancées pour étudier une variété de maladies. Nous mettrons ces liens dans les notes de l'émission, accessibles depuis votre application d'écoute ou sur goanddeepethereum.com, Going Deeper There, comme podcast pour chaque épisode. Mais Lance, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous donner le micro une dernière fois pour lancer un défi personnel concret à notre audience. Eh bien, je pense que la santé est évidemment une préoccupation majeure pour chaque personne dans le monde, sans parler de ce pays. C'est trop cher. Ce n'est pas encore assez précis. Il y a encore beaucoup de souffrance chez les patients parce qu'ils ne reçoivent pas le bon traitement au bon moment pour leur maladie particulière. Je pense que nous sommes à moins de 10 ans d'une transformation majeure des soins de santé. Donc je lancerai un défi aux gens. Continuez d'encourager vos responsables gouvernementaux à soutenir la recherche biomédicale fondamentale et la transformation de ces travaux fondamentaux en entreprises. Cela pourra alors se concrétiser pour aboutir à une solution majeure d'ici la fin de la décennie. Génial. Eh bien, je suis impatient de voir ce que cette décennie nous réserve. Je suis impatient de voir ce que l'avenir vous réserve, à vous et à vos entreprises. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir approfondi ces sujets avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir discuté avec moi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que tout le monde passera une excellente journée. Merci d'avoir suivi mon entretien avec le Dr Taylor jusqu'au bout. Si cela vous a plu, vous apprécierez aussi notre précédent entretien avec le Dr Gordon Vanskoy, où nous parlons de son entreprise Panther Rare Pharmaceuticals. En plus d'être une licorne biotechnologique valorisée à $1 milliard, nous entrons dans les détails du traitement des maladies rares et du soutien aux petites startups pharmaceutiques qui servent ces patients. Allez voir ça.